Si on prend la manœuvre, donc l'impact économique global du projet de loi de finances pour 2018, du PLFSS, et qui vient juste après les ordonnances sociales, il se dessine clairement, à mes yeux tout au moins, une convergence avec le système allemand. On reporte l'impôt sur les sociétés à un niveau proche du système allemand. Les ordonnances sociales on peut les décrire comme une loi Hartz I à la française. Quel peut être donc l'effet économique des projets de loi de finances dont nous discutons ce matin et l'effet de cette convergence qui est en train de se créer avec l'Allemagne? Bien, merci beaucoup Jean de me donner la parole et j'ai bien sûr conscience que je le fais dans un contexte un peu compliqué parce que votre obsession parce que nous avons ça doit être quand même de déjeuner aussi. De retard, 40 voilà. minutes. Mais pour autant, effectivement, je pense qu'après avoir beaucoup discuté en effet technique et fiscalité du capital, je pense que c'est peut-être important qu'on s'attarde au fond avec un regard un peu plus distancié maintenant sur le regard qu'on peut porter sur le PLF 2018 et les entreprises. Au fond, est-ce que véritablement ce PLF 2018, pour lequel de nombreuses attentes ont été exprimées par les entrepreneurs, est-ce qu'il va entraîner, Jean, le nouveau souffle, je dirais le choc de compétitivité qui a pu être annoncé? Est-ce qu'on est véritablement dans une fiscalité de combat ou est-ce qu'on est encore peut-être dans une année de transition budgétaire? Et c'est un petit peu à cette question que je voudrais répondre, non seulement de façon extrêmement brève, en rappelant ce qui me semble constituer quand même quelques bonnes nouvelles initiales dans ce projet de loi de finances 2018, mais aussi en appelant votre attention sur un certain nombre de questions qui n'ont pas forcément non plus été traitées pour résoudre véritablement le retard de compétitivité coût et hors coût de notre économie française. Alors d'abord, et je vais évidemment être très bref sur le sujet, pour rappeler que j'en suis certain, et de toute manière, t'as pas le choix. L'analyse par laquelle effectivement le gouvernement s'est attelé au projet de loi de finances est la bonne. C'est-à-dire qu'on part de deux constats principaux qui sont d'une part le retard de compétitivité coût de l'économie française par rapport au reste de la zone euro et plus particulièrement par rapport à des pays comme l'Allemagne et l'Espagne. Et d'autre part, on a abondamment discuté ce matin, la mauvaise orientation de l'épargne vers l'économie réelle. Et donc à partir de là, moi je dirais, il y a globalement, schématiquement, et je les liste simplement, 4 bonnes nouvelles dans ce projet de loi de finances et ce projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Première bonne nouvelle, je n'y reviens pas, c'est qu'on recherche, on met fin d'abord à l'alignement un peu stupide de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail qui avait été un boulet important du quinquennat précédent. On voit bien que une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de complications derrière, mais on fait déjà un premier chemin important vers effectivement l'efficacité. Deuxième bonne nouvelle pour moi, et c'est la nouvelle principale, ce projet de loi de finances, il introduit, je dirais, un mouvement de renforcement de la logique de fiscalisation finalement du financement de la protection sociale. On sait que le principal boulet des entrepreneurs aujourd'hui, c'est le coût du travail, et que dans ce coût du travail qui reste plus élevé qu'ailleurs en Europe, il y a évidemment la responsabilité très importante des charges sociales. Donc là, évidemment, ce projet de loi de finances apporte des réponses très significatives là-dessus. La troisième bonne nouvelle, vous l'avez également en tête, c'est la convergence progressive de l'imposition sur les sociétés vers la moyenne européenne, mais on n'atteindra qu'en 2022. Je vais y revenir. Et évidemment, Jean, le plus important, c'est que parallèlement à ce projet de loi de finances, on mène à bien des réformes structurelles dont les ordonnances travail représentent évidemment la première étape. Vous savez que la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage vont suivre. La réforme de l'assurance chômage va arriver et probablement, inéluctablement, une réforme retraite parce qu'on n'a pas non plus été au bout. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je veux en venir au point d'interrogation. Renseignement pris, ils sont pas en train de déménager à l'étage. C'est donc le fantôme de Joseph Bonaparte. Bon, alors tout va bien, tout va bien. On peut être rassuré. Alors moi, j'ai plusieurs déceptions et inquiétudes à travers ce projet de loi de finances de 2018. Mais je ne suis pas là que pour rappeler les bonnes nouvelles, mais essayer d'avoir effectivement avec vous une discussion assez franche. Comme tu veux, mais vite, François, vite, oui, vite, vas-y. Pas non plus payer le tes inquiétudes. retard, vas-y, non, mais accumulé au cours de la matinée.
Alors, première inquiétude d'abord, chacun l'aura relevé. On nous avait annoncé évidemment une baisse des prélèvements obligatoires qui serait plutôt de l'ordre, tout compris entreprises et ménages confondus, de 10 milliards. Vous savez qu'on sera à peine à 6,6 milliards, dû notamment au décalage entre la montée en charge de la réforme de la CSG qui va intervenir dès le 1er janvier de l'année et la baisse des cotisations salariales sur les ménages qui, elle, vous savez, va être beaucoup plus progressive et ne porter vraiment son impact en année pleine qu'à partir de l'année suivante. Ça, c'est quand même un premier sujet qu'on ne peut pas cacher. Deuxièmement, je pense que si le projet de loi de finances 2018 porte en lui une vraie logique de soutien et de rénovation de l'offre française, on peut quand même s'intéresser et s'interroger sur les justifications économiques d'un certain nombre de choix qui ont été faits, en particulier celui de la suppression en partie de la taxe d'habitation, qui est évidemment un soutien à la demande, mais qui, par conséquence, dans les dosages de baisse de prélèvements obligatoires, ne profite pas de l'autre côté aux entreprises. L'autre point qui me paraît très important, c'est quand même de vous dire que si on a amorcé à travers cette loi de finances la fiscalisation du financement de la protection sociale, qui était déjà engagée sous les quinquennats précédents, pour autant l'essentiel des impacts en baisse de cotisations salariales employeurs, eux, ne vont pas intervenir en 2018. Donc c'est important de bien mesurer qu'en réalité, il n'y aura pas de choc de compétitivité pour les entreprises en 2018, mais au mieux en 2019. En 2018, je vous rappelle que ce qui est prévu aujourd'hui par le gouvernement, c'est d'abord une baisse du taux de CICE. Le taux de CICE était remonté d'un point au 1er janvier 2017. Au 1er janvier 2018, il va redescendre de 7 à 6%. Et les baisses de charges sociales, elles, n'interviendront qu'en 2019. Ce n'est donc qu'en 2019, avec le cumul entre le CICE qui sera encore en place et la baisse des charges sociales, qu'un gain net de trésorerie pour les entreprises interviendra à hauteur d'environ 21 milliards d'euros. Donc, 2018, pour moi, n'est pas une année pleine par rapport à ce choc de compétitivité. Quatrième. Olivia, dans le micro, je vous prie, Madame la députée. J'entends et nous l'avons bien remarqué, mais il y a des raisons pour lesquelles on opère en 2 temps et je me permets juste de les rappeler et qui sont importantes. Il en va de notre crédibilité aussi au plan européen. Nous sommes accessoirement le dernier élève de la classe et c'est une obligation pour nous de sortir de la procédure de déficit excessif. Et donc on est prêt à l'assumer. Vous avez raison sur les faits. C'est aussi un choix que de libérer en priorité le pouvoir d'achat sur la première année sur les ménages, voilà, qu'on assume aussi assez clairement avec effectivement ce décalage dans le temps. Mais on le justifie. On comprend bien ces 2 raisons, mais moi je veux quand même attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'en reportant ce choc de compétitivité d'1 an, on se met également en inquiétude sur la capacité de le faire vraiment. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est encore, vous le savez, dans un contexte de taux d'intérêt bas. Or, ce qui est en train de s'amorcer à la fois de l'autre côté de l'Atlantique et qui va intervenir progressivement du côté européen, c'est une politique, un revirement de la politique monétaire progressivement, qui va devenir moins accommodante. À la faveur de la remontée des taux d'intérêt qui en découleront, on peut s'inquiéter de l'évolution et de l'emballement de la dette publique. S'il y a évolution et emballement de la dette publique, il y aura la même contrainte budgétaire encore plus forte qui va s'exprimer au détriment du gouvernement. Et donc, on peut penser que le gouvernement ait la tentation en 2019 de nous dire qu'il doit encore, pour des raisons effectivement maastrichtiennes qu'on comprend très bien, d'équilibre budgétaire, de renoncer. Or, pendant ce temps-là, les autres pays, je suis peut-être un peu direct dans mes propos, mais c'est important aussi de se dire que pendant ce temps-là, le reste de l'Europe se livre aussi à une véritable surenchère en matière de dumping fiscal. On n'a pas encore parlé du taux d'imposition sur les sociétés, mais moi j'étais ravi d'apprendre qu'effectivement on se dirigeait vers une convergence du taux de l'imposition sur les sociétés à l'horizon 2022, c'est-à-dire qu'on sera à 25% en 2022, là où la moyenne européenne actuelle est à 25%. Pendant ce temps-là, l'Europe centrale, le Luxembourg, l'Irlande continuent d'abaisser ses taux d'imposition sur les sociétés. Donc, on ne sera probablement pas en 2022 à la moyenne européenne. Ça, c'est faire fi de la négociation lancée par Bruno Le Maire en matière de convergence fiscale au plan européen. Convergence, et je déflore aucun secret, on l'a entendu en commission il y a 2 jours après M. Moscovici, qui sera impulsée et portée par le ministre de l'économie dès 2018. Ça veut donc dire que dans le cadre de cette convergence, bien sûr, nous, on va baisser, mais comme vous le savez, ça suppose peut-être aussi que certains
envisage en Europe de s'aligner et de monter. Je l'espère vivement, Madame la députée, mais vous et moi et beaucoup de gens dans l'Assemblée savent également que le projet de base d'imposition commune et d'accise date déjà de nombreuses années, en particulier en 2011, où il y a eu un premier projet qui n'a pas réussi à obtenir, je dirais, l'adhésion de l'ensemble des membres de l'Union européenne. Dans ces conditions, les mêmes mots pourraient également se produire avec les mêmes effets. Donc soyons prudents sur la capacité à négocier ce calendrier en 2018. 2 minutes encore. Alors, si j'ai encore 2 minutes, du coup, je vais terminer sur 2 choses importantes. La première, c'est de vous faire part de ma préoccupation sur le fait qu'à terme, la baisse du coût du travail engagé porte aujourd'hui principalement sur le SMIC et les bas salaires. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait effectivement que les entreprises à forte main-d'œuvre vont bénéficier très largement d'une baisse de 10 points et de 6 points pour les salaires un petit peu plus élevés. En revanche, on sait aussi qu'il faudra à terme réfléchir, et je crois que le ministre Bruno Le Maire est sensibilisé à cette question, à une baisse du coût du travail au niveau des salaires intermédiaires. Aujourd'hui, on sait que les Allemands peuvent s'offrir le recrutement de 3 ingénieurs, là où la France peut s'en offrir 2, compte tenu des charges sociales associées. Il y a donc une véritable préoccupation aujourd'hui des organisations professionnelles sur le fait de ne pas négliger, dans un contexte de bataille des talents, de compétition internationale des talents, cette question des salaires intermédiaires. Moi, je veux bien, vraiment, je veux qu'on se compare au système allemand et à la moyenne européenne, mais encore faut-il qu'on respecte nos engagements et encore faut-il qu'on soit dans les mêmes niveaux de réduction de la dette qu'ils le sont eux-mêmes. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a. Alors, je voulais juste revenir avant de finir. Vous avez parlé des remontées de taux d'intérêt qui vont bien évidemment arriver et je vous rassure, en fait, le gouvernement a anticipé la remontée des taux qui est de toute façon inéluctable et on s'y attend. Donc ça, c'est anticipé et ils le savent très clairement. Et les engagements que nous avons pris, qu'ils soient pour 2018, 2019 et jusqu'en 2022, seront tenus. Donc ça, c'est important de le rappeler et de le confirmer. Sinon, voilà, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, le taux qui sera le nôtre en 2022 VS à la moyenne des pays européens, on sera effectivement peut-être pas dans cette moyenne-là, mais en tout cas, on aura respecté notre engagement qui est de diminuer de manière très forte, compte tenu, encore une fois, d'une situation financière en France qui est très compliquée. Donc, il faut en fait remettre tout ce que vous avez dit dans un contexte économique et un contexte macroéconomique qui est très compliqué. Et il faut le dire et le répéter. Et de toute façon, on ne pourra aujourd'hui être fort en matière de discussion, en matière de négociation avec nos amis européens qu'en respectant nos engagements. Et le premier engagement, c'est de rester dans un niveau de déficit qui se réduit et de tenir cet engagement. Absolument. Et je voulais pas dire, Jean, si tu me laisses peut-être juste faire une toute petite conclusion. Mais 30 secondes. 30 secondes, c'est parfait, ça me suffira, mais je profite effectivement de la présence de 2 députés pour attirer l'attention de chacun sur un autre point. C'est le fait que le gouvernement prend aussi des engagements en matière de simplification et c'est très important. Je pense que nos entrepreneurs subissent aujourd'hui une prolifération normative extrêmement importante dans tous les sens. Chaque année, vous savez qu'il y a environ 40 lois qui sont en moyenne promulguées. Les études d'impact aujourd'hui qui sont réalisées s'agissant des incidences économiques et financières de ces lois sont très mal faites par les administrations. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si une administration qui fait une étude d'impact n'est pas également jugée partie. Et tout cela m'inquiète beaucoup. Parce qu'une organisation patronale qui en ferait autant ne le serait pas du tout, bien sûr. Parce que peut-être effectivement qu'on pourrait imaginer, Jean, de confier à un organisme indépendant le soin de faire ce travail de manière à ce que véritablement, à la fois pour le flux de textes et également le stock, au bout de 3 ans, on s'interroge sur les coûts réels générés par les lois sur les entreprises. En moins de 30 secondes, parce que le maître des horloges m'observe, et je sais qu'il est terrible, c'est ce qui fait son charme. Et pour le coup, ça m'a coupé mon idée. Pourtant, c'était bien parti, je trouvais. Il y a une très belle circulaire qui est parue cet été. L'inflation normative, mon meilleur ami. On a oublié depuis des années qu'il relève des parlementaires d'évaluer et de contrôler. Je pense que vous allez être agréablement surpris de la façon dont nous allons, en tout cas, essayer de rénover, contrôle
Et exécution, je suis assez d'accord sur le juge et les parties. Il est temps que les parlementaires se ressaisissent de ça. Il se peut même, sans déflorer des sujets, vous parliez d'orientation d'épargne, que nous soyons en évaluation et en contrôle en tant que parlementaires au moment même où nous fassions bouger les orientations de l'épargne. C'est très bien. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci François Ils auront Pérec. les moyens de faire ce travail d'évaluation. Merci François. Je vous prie de l'applaudir.